différentes. Premier événement, ça peut paraître anecdotique, mais c'est un événement crucial. En 1750, vont circuler à Paris un certain nombre de rumeurs qui parlent d'enlèvement d'enfants. Et on va avoir le droit à un soulèvement populaire qui va vouloir une réforme de la police. Je dis ça parce que cette question de la police, c'est celle de l'exécutif. Quelque temps plus tard, 2 ans plus tard, en Corse, on entre dans un processus véritablement révolutionnaire. Et la Corse va adopter, le 18 novembre 1755, une constitution d'un genre inédit. L'objectif de cette constitution, il faut bien y penser, c'est d'essayer de ramener la paix sur un territoire qui connaît une guerre incessante. Donc, le texte constitutionnel corse veut essayer de régler le conflit entre Corses et essayer de régler les questions de justice. Alors, on peut l'interpréter différemment, cette constitution, et un certain nombre de personnalités ne se gênent pas pour discuter du personnage principal de cette révolution, qui s'appelle Pascal Paoli, qui met en place cette constitution, qui fait adopter le drapeau corse à la tête de mort, qui est encore aujourd'hui un symbole. Donc vous voyez qu'on est bien dans du contemporain. Et si ce texte, moi je le trouve très intéressant, c'est parce qu'il me semble appliquer directement la réflexion de Montesquieu sur l'émergence d'un pouvoir judiciaire. Or, en Corse, toute la question qui se met en place, c'est celle de mettre en place véritablement un juge qui permettent et qui garantissent aux citoyens une égalité de traitement. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on imagine un texte constitutionnel pour que la magistrature, c'est-à-dire l'État, soit neutre au regard des citoyens. Alors, les nationalistes corses, comme par exemple Jean-Guy Talamoni, interprètent différemment cette période. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir un développement là-dessus. Ils insistent peut-être plus sur la question de la liberté. Mais moi, je crois que cette question de la justice, elle est cruciale, et elle est cruciale dans un pays où depuis très longtemps, depuis pratiquement le premier millénaire, on a une logique de violence personnelle et de vengeance personnelle qui est plus connue aujourd'hui sous le nom de, oui, vous l'avez deviné, de vendetta. Donc, c'est une question clé, mais cette révolution corse, elle va exercer une influence très forte. Pourquoi ? Parce qu'une partie des militants corses vont trouver refuge en Angleterre, vont avoir des liens grâce à la franc-maçonnerie avec d'autres maçons d'autres pays, et notamment des maçons américains. Donc cette révolution corse, elle n'est pas anecdotique comme on pourrait le penser, elle est déjà un moment où on essaye de trouver une nouvelle manière de gérer les familles et de gérer le collectif. Et c'est le même problème que vont se poser quelques années plus tard les Américains. La Révolution américaine, elle est beaucoup plus connue, et il faut bien penser que par rapport à l'histoire contemporaine qui est la nôtre, elle joue un rôle à la fois symbolique très important, un rôle juridique, puisqu'une partie des notions que les Américains, en partie d'ailleurs reprises du monde britannique, vont mettre en place, vont servir de référence à des organisations internationales. Donc elle joue véritablement un rôle. Et puis ensuite, on l'oublie, mais les États-Unis aussi, c'est une grande machine de production culturelle. Donc la Révolution américaine, indirectement, on l'a par les références aux grandes personnalités, les Washington, les Thomas Paine, les Benjamin Franklin, qui sont sans cesse rappelés dans le cinéma ou la littérature américaine. Elle commence sur un problème clé qu'on va retrouver de manière récurrente dans l'histoire contemporaine, qui est la question fiscale, les impôts. Au fond, toute la question américaine, elle est simple. Les États-Unis, c'est 13 colonies britanniques qui ont un système de monopole de la Compagnie des Indes et dans lesquels on demande à être exempt de taxes alors que d'autres instances comme la Compagnie bénéficient davantage. Et donc, tout ça va se matérialiser par un acte qui a lieu en 1773, qui est un acte pris par la Chambre britannique, donc un texte de loi qui permet à la Compagnie des Indes de vendre son thé dans les 13 colonies sans payer de taxes. Et donc, les habitants des colonies se révoltent et le 16 décembre 1773, ils organisent un épisode qui est très souvent fêté aux États-Unis, qui s'appelle la Boston Tea Party. C'est-à-dire que des colons, déguisés en Amérindiens, moi j'adore cette idée, des colons déguisés, vont jeter 300 caisses de thé par-dessus
par-dessus les quais. Et si vous voyez le Boston Tea Party, vous comprenez le jeu de mots que ça veut dire, hein. Ça veut dire que c'est la petite fête du thé de Boston. Donc du thé, qu'est-ce que c'est d'autre que de mettre des feuilles de thé dans de l'eau. Donc quand on balance 300 caisses de thé par-dessus les quais, ben, on fabrique un thé géant. Donc c'est un peu ça l'idée. J'en parle en rigolant, mais à l'époque, c'est le déclenchement véritablement d'une tension extrêmement forte entre le gouvernement britannique, la Grande-Bretagne, dont l'administration va prendre des représailles, et les hommes des colonies qui vont s'organiser, et le conflit devient effectif à partir de 1775. Et là, on entre véritablement en guerre avec mise en place d'une armée dont le général en chef est Washington, et bref, des réflexions pour adopter une nouvelle constitution avec un personnage qui prône cette adoption, qui est Thomas Paine, et finalement, donc, on va faire une grande déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776 à Philadelphie, qui va être complétée par des articles de confédération l'année suivante, et 10 ans plus tard, en 1787, on va adopter un projet de constitution fédérale. Ce texte est toujours en vigueur. Donc quand je vous parle d'histoire contemporaine, quand je vous dis que le XVIIIe siècle est toujours vivant, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une blague. C'est un texte toujours en place qui, évidemment, a fait l'objet d'amendements, de transformations qui ont été rajoutés au fil des années. Mais cette constitution, si elle est si importante, c'est parce qu'elle crée, pour la première fois au monde, un État fédéral avec des règles bien définies. Elle met en place un système qui garantit des droits aux différentes colonies coalisées, qui définit l'État fédéral, qui définit aussi une partie des droits du citoyen, et elle met en place un drapeau avec 3 couleurs symboliques, si vous vous en souvenez, hein, des étoiles et des barres blanches, des barres rouges, et puis un fond bleu pour les étoiles, donc du bleu, blanc, rouge. Vous voyez évidemment que ce symbole-là, il est aussi avec les mêmes couleurs, celui qui est celui de l'Union Jack, donc le drapeau britannique. Mais ces couleurs commencent à circuler aussi dans un autre pays. Et elle montre à quel point la Révolution américaine influence les hommes des Lumières. Cet autre pays, c'est la France. Avant 1789, les patriotes commencent à porter souvent des vêtements rayés avec du tricolore, du bleu, blanc, rouge. Donc ça montre bien qu'on a une logique nouvelle qui se met en place. Vient évidemment à ce moment-là, intervient la Révolution française. Cette Révolution française, vous la connaissez, je ne vais pas la développer longuement ici, mais là encore, on a affaire à un système qui repose sur une série de constitutions écrites, sur l'avancée à partir de notions juridiques nouvelles, celles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fondent un certain nombre de libertés. Parmi ces libertés, il y en a un certain nombre sur lesquelles on n'insiste pas assez. Les hommes de la Révolution pensent qu'on doit avoir la liberté d'agir économiquement. Ils reprennent aussi, en partie, les idées d'un homme comme Adam Smith, qui, dans l'essai sur la richesse des nations, déjà dans les années 1770, définit l'idée que la production est l'élément crucial et qu'on doit organiser la production de manière la plus rationnelle et faire circuler les denrées sur le marché de manière libre. Si j'insiste là-dessus, c'est pour une question simple. Dans les États d'Ancien Régime, ce qu'on appelle l'Ancien Régime, c'est avant les révolutions, dans les États d'Ancien Régime, il n'y a pas de liberté a priori. Tous les droits sont détenus par le souverain. Donc ça veut dire que quand on veut, je sais pas, créer un magasin, créer une nouvelle compagnie de transport, eh bien on doit au préalable demander l'autorisation, obtenir en quelque sorte un démembrement des droits du souverain. Là, la logique qui se met en place avec les révolutions civiques, c'est l'inverse. A priori, on a le droit de créer, sauf s'il y a une limitation par la loi pour des raisons d'intérêt général. Donc c'est un renversement complet. Ce qu'on dit désormais, c'est que ce qui compte, c'est l'initiative des personnes, l'initiative des citoyens en politique, initiative des acteurs économiques en matière de création de richesse. Voilà en gros ce que c'est. Donc ça veut dire que quand on parle des grandes révolutions et qu'on en fait les ancêtres du totalitarisme, du collectivisme, etc., c'est un peu abusif. Même s'il y a un gouvernement qui peut être dans le domaine de la politique extrêmement terroriste, comme celui de Robespierre, il n'en demeure pas moins que l'époque de la Révolution est une époque de liberté économique. Et ça, un certain nombre de penseurs du XIXe siècle, on y reviendra, l'ont très très bien compris. Donc nous voici, trois révolutions qui mettent en place un nouveau système juridique
et qui redéfinissent les relations entre les anciens sujets et les États, entre ce qu'on appelle désormais les citoyens et le gouvernement. Donc ça, c'est un changement crucial.